Troisième et dernière partie du Jeudi Parlons-en. Il est question ce soir des savoir-faire sartois et du patrimoine de demain, puisqu'on va parler d'avenir dans cette troisième partie et de transmission. Jean-Claude Baudin nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'entreprise Charpente Cénomane, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est la Charpente Cénomane? Charpente Cénomane, c'est une moyenne entreprise spécialisée en construction bois à Recueil, dans le sud Sarthe, qui intervient de 50 salariés, qui intervient partout en France. Et on en parlait tout à l'heure, vous êtes ancien prévôt. Alors expliquez-nous ce que c'est déjà pour les téléspectateurs, et puis ensuite on parlera du coup de formation. Prévôt, c'est en fait, quand on fait le Tour de France, l'association ouvrière offre aux jeunes compagnons. Moi j'étais prévôt à 23 ans, donc j'étais relativement jeune, j'étais le plus jeune prévôt de France à l'époque. Ça date un peu, de diriger, en fait c'est le directeur de la maison des compagnons du devoir. C'est un jeune compagnon qui se met au service de l'association et qui dirige la maison. Et donc au même titre que les meilleurs ouvriers de France, c'est aussi un gage de qualité, les ouvriers qui sortent des compagnons? Oui, alors c'est un petit peu différent, mais effectivement, on retrouve pas mal dans les MOF, dans les meilleurs ouvriers de France, on trouve pas mal de jeunes compagnons ou d'anciens compagnons du devoir. Oui, c'est quand même, tout ça, ça tourne autour de la recherche de l'excellence. Et effectivement, oui, c'est assez lié, ouais. Grégoire Follin, pour faire perdurer donc ce patrimoine vivant, il est indispensable de le transmettre. Et c'est ça aussi que vous voulez faire découvrir dans ce livre? Alors, on aime bien avoir toujours créé des ouvrages de multiples entrées. L'idée, c'était aussi de saluer, on l'a vu tout à l'heure avec Vianney Bélanger, saluer le travail des chefs d'entreprise, parce que dans la transmission, il y a bien de l'humain, donc il faut que la génération qui arrive soit là, et il faut qu'elle innove. La façon dont on fait du chocolat, et il a très bien expliqué, il y a quand son père le faisait, et la façon dont on le fait aujourd'hui, où des designers interviennent, forcément ça évolue. Donc il faut beaucoup de choses pour faire perdurer ce savoir-faire. Et voilà, c'était saluer aussi cette continuité. Donc Gérard Fuseau, les créations d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, c'est ça? Oui, et puis je vais poursuivre sur la formation, parce que c'est quand même une idée qui m'est chère aussi. Il n'y a pas de ligne droite, même si c'est un peu un zigzag dans la formation, c'est pas très très grave en réalité. Moi je pense en particulier à Eric Jovis, qui est un billardier. Alors, rendez-vous compte, un billardier, il n'a plus guère que 3 ou 4 en France. Eh bien, il a commencé par une licence de maths. Vianney Bélanger a été d'abord ingénieur avant d'être chocolatier. Et donc, Eric Jovis, après sa licence de maths, a fait une formation dans une université ouvrière à Marciac pour devenir finalement menuisier, ébéniste, et puis progressivement se spécialiser dans un domaine très pointu. Donc, il n'y a pas de déterminisme a priori, et on voit bien que les jeunes, à partir d'itinéraires de formation variables, peuvent aboutir, pour peu qu'ils aient des habiletés, et puis du goût, de la compétence. La compétence, c'est ça qu'il y a plus tard, et puis tomber aussi avec des bons maîtres qui leur enseignent les savoir-faire. Dominique Bourneuf, justement, dans les métiers, dans les artisans d'art, est-ce qu'il y a uniquement de la formation, il faut déjà une appétence à la base? Alors oui, il faut les deux, et c'est vrai que pour former un artisan d'art, on le voit chez les faïenciers, il faut beaucoup de temps, c'est une dizaine d'années qu'il faut pour avoir effectivement le vrai tourneur ou la peintre d'exception, donc c'est un gros travail, et c'est vrai que c'est toujours compliqué aussi pour les artisans d'art qui doivent former, parce que c'est aussi beaucoup de temps. Et aujourd'hui, même si on reconnaît tous que c'est un travail qui est magnifique, c'est vrai que la tendance n'est pas forcément non plus à la faïence. Il y a beaucoup de concurrence, même sur leur vente à l'étranger. Il faut jongler aussi avec la parité euro-dollar. Donc voilà, il n'y a pas toujours effectivement la place et le temps à consacrer pour effectivement l'apprentissage. Ce qui est dommage, parce qu'à un moment donné, on est sur des générations qui arrivent effectivement bientôt à la retraite, et va se poser bien sûr le problème de la pérennité des savoir-faire. Et est-ce qu'à l'avenir, malheureusement, on doit s'attendre à une disparition de certains savoir-faire, justement? Moi, je ne suis pas certain de ça, parce qu'on voit bien que
je prends Adine par exemple, 9 générations de dirigeants depuis la Révolution française. C'était la semaine dernière dans les coulisses de justement. Et toujours sur un savoir-faire qui est largement exploité par, encore une fois, toute l'industrie du luxe. Donc dès lors où il y a en aval des besoins de produits de qualité, où les savoir-faire excellent, Jean-Claude Baudin le disait, c'est l'excellence qui est la plus importante, il y a, de mon point de vue, à être optimiste et surtout à donner cette image-là à tous ces jeunes qui sont à la recherche d'orientation. Mais est-ce que, vous le disiez, vous parliez de concurrence tout à l'heure, est-ce que face à la concurrence folle de certaines grandes enseignes comme Ikea, Linea, toutes ces... Est-ce que l'artisanat d'art, justement, ne va pas tendre uniquement vers un public de luxe ? Non, pas forcément, parce qu'il y a aussi des choses qui sont abordables. C'est vrai que quand on parle par exemple des faïenceries d'art de Malicorne, on a toujours l'impression que c'est toujours très très cher, et les autres faïenceries aussi. Mais on a aussi d'autres artisans d'art qui proposent des produits qui sont aussi abordables. Et puis, il y a quelque chose qui est important, il y a aussi le produit d'exception, et puis il n'y a pas de série. C'est-à-dire, contrairement effectivement aux grosses structures qui vont faire de la série, on est vraiment sur des produits de qualité. Et on peut trouver aussi des produits qui soient abordables avec une grande qualité de travail des artisans d'art. Jean-Claude Baudin, justement, pour vous, les Charpentes, c'est ça, c'est proposer l'excellence, comment vous faites votre communication réellement sur votre travail? Comment on vend un savoir-faire? Ah, ça c'est une bonne question. Comment on vend un savoir-faire? C'est beaucoup de choses à la fois. Je crois que c'est d'abord par l'exemple. Et les référents, je crois que ça compte beaucoup. C'est-à-dire que moi, l'entreprise a un peu plus de 20 ans, et effectivement, au départ, la difficulté, c'est les gens vous disent qu'est-ce que vous savez faire ou qu'est-ce que vous avez fait. Et donc, petit à petit, il faut se construire des références, des bonnes références. Et je pense que c'est comme ça aussi que on arrive à faire une bonne publicité, une bonne communication. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a les moyens aussi, les moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise, elle a un compte Facebook. On réinvente le métier. Non, il ne faut pas le réinventer, mais il évolue, quoi. Il évolue en termes de communication. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que il faut être à la fois garant de la tradition, mais il faut également être dans la modernité et être innovant. Et ça, c'est un peu impératif. Très bien. On parlait tout à l'heure du chocolat. Là, on est sur un patrimoine de savoir-faire, mais qui donne un produit qui va disparaître très rapidement pour les plus gourmands d'entre nous. Vous, finalement, c'est un patrimoine qui reste quand même... c'est du bâti, finalement, et vous pouvez vous en servir pour ensuite revendre. Voilà, ouais. Et en plus, on a une particularité qui est très d'actualité, c'est qu'on stocke le carbone. C'est-à-dire que le bois... D'abord, il faut le préciser, c'est la seule matière sur Terre qui est renouvelable à l'infini, pour peu qu'on fasse attention de la manière dont on exploite les forêts. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on se pose des questions sur les ressources, etc. Et c'est le seul matériau de construction qui est renouvelable à l'infini. Donc le bois, effectivement, s'il est bien mis en œuvre, attention s'il est bien mis en œuvre, parce qu'il ne faut pas le mettre n'importe où et tout le temps. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un matériau qui nécessite quand même beaucoup d'attention. Et bien, effectivement, on a des églises, par exemple, dans les pays du Nord, en bois, qui ont des siècles d'existence. Ouais. Michel Hatton, on parle des jeunes, on parle de formation. Les meilleurs ouvriers de France, c'est pour les plus aguerris, on va dire, mais l'association des meilleurs ouvriers de France a créé les meilleurs apprentis de France, c'est ça? Oui, alors moi je vais d'abord reciter, puisqu'on parlait des jeunes et de l'apprentissage, je dirais une opération qui est faite dans les chambres de métier, où j'étais un peu à l'origine du maintien de ce type d'opération, qui est l'opération de Bravo les artisans, si vous voulez, qui aujourd'hui permet à des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans d'aller le mercredi dans les entreprises observer comment est exercé le métier, si vous voulez, pour leur donner un petit peu des idées de métier et autres. Et actuellement, c'est à peu près, je crois qu'aujourd'hui, ils sont à peu près plus de 260 à 280 jeunes qui vont dans des entreprises artisanales. J'aime bien observer ces métiers.
c'est pas pour autant qu'ils souhaitent effectivement exercer ce métier. Ils vont en faire le rapport à leur classe, si vous voulez, de dire ce qu'ils ont vécu. Et je pense que c'est une très bonne initiative qui permet aux jeunes, eh bien, effectivement, de dire, non, je ne ferai jamais ce métier, moi, je ferai autre chose. Ou bien, si, je suis très intéressé pour faire ce métier. Voyez-vous, déjà, ça leur permet de voir un petit peu, dans le cadre de la transmission, je dirais, du métier. Je pense que c'est des bonnes opérations qu'il faut maintenir et développer, quoi. Alors, les meilleurs apprentis de France, c'est aussi pour revaloriser. Voilà, si vous voulez. Donc il y a ces types d'opérations. Après, effectivement, il y a cette opération qui a été mise en place au niveau national par l'Association des meilleurs ouvriers de France, et qui est de faire un concours d'apprentis. Je dis, quand on dit d'apprentis, aussi bien des apprentis des établissements d'éducation nationale que de la formation d'alternance. Et en Sarthe et Pays de la Loire, nous sommes un peu c'est notre région qui a le pourcentage le plus élevé de participants et autres. Bon, c'est complexe parce que, si vous voulez, c'est du bénévolat très important, quelquefois un peu démesuré, pour réussir à maintenir effectivement ces types d'opérations. Et c'est là que chacun a besoin d'un soutien, je dirais, auprès des différents partenaires, et que ce soit les médias, que ce soit effectivement les élus du département, de la région, pour qu'on puisse continuer ces types d'opérations qui sont, à mon sens, incontournables aujourd'hui pour que chacun découvre les métiers, quoi. Gérard Fuseau, ma question va peut-être vous déranger. On parlait tout à l'heure d'innovation. On sait que dans un certain nombre d'entreprises, l'innovation, ça passe par la robotisation. Est-ce que demain, on imaginera qu'à la place des mains dans votre livre, on prendra en photo des robots ? Là, je vais reprendre quelques expressions qui sont contenues dans mon livre. Il faut avoir les yeux au bout des doigts, par exemple. En fait, sous ce terme un peu simpliste, j'allais dire, ça cache une très grande compétence professionnelle. On a affaire, encore une fois, à des êtres humains qui ont acquis une compétence au cours de longues années de formation, et puis ensuite d'expérimentation, de réalisation, et ça, c'est difficilement automatisable. Alors, dans certains cas, on l'a vu, notamment chez Delta, on utilise des machines automatiques pour faire cette dentelle. Encore faut-il avoir des hommes qui conçoivent les logiciels pour les faire fonctionner. Donc, de toute façon, il faut que l'intelligence humaine soit présente, sans quoi la machine ne peut pas, évidemment, remplacer ça. Le rôle des collectivités locales, Michel Hatton le disait, est important également parce que, alors sans être mécène, on ne leur demande pas ça, bien évidemment, mais elles doivent, je crois, tout à leur échelon, encourager ces entreprises, ces métiers. J'en veux pour preuve un autre exemple que j'ai en tête avec Vitrail France, qui a besoin justement de la commande publique pour installer dans les églises dont on parlait il y a quelques instants. Et la maison Saint-Julien récemment. Bien sûr, la maison Saint-Julien, et puis des cathédrales à Reims ou ailleurs, où les talents des maîtres verriers s'expriment forcément. Donc on a besoin de la commande publique pour que ces talents se pérennisent. Je pense que c'est important de le souligner également. Dominique Bourneuf, je parlais d'innovation là. Est-ce qu'on peut imaginer justement que l'artisan d'art utilise ce genre de machine et que ça reste de l'art au final ? Je pense que oui, c'est vrai qu'il y a ce côté historique du travail de la main qui est important. Mais j'ai un exemple avec les faïenceries d'art. On aura pour les Journées européennes des métiers d'art un monsieur qui travaille sur Paris, qui travaille les machines 3D. Alors machine 3D, on va se dire oui, c'est la mort effectivement de l'artisanat d'art. Et en fait, donc lui, il va apporter différentes machines 3D, plastique. Il travaille, en fait, on est au début de la technologie, et lui, il travaille avec tous les métiers. Il a travaillé avec les grands couturiers, il a travaillé avec les céramistes, il travaille bien sûr avec toute la partie médicale, où c'est effectivement très important. Et j'en parlais effectivement avec Stéphane Deschamps, de la faïencerie d'art de Malicorne, qui disait oui, c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder comment fonctionne cette machine et qui avoir cette nouvelle technologie pour nous accompagner dans notre travail. Ça ne va pas remplacer la dame qui fait la peinture ou le tourneur qui existera toujours. Mais c'est vrai que les faïenciers utilisent aussi des moules. Et pour le coup, si on a des moules qui sont vraiment de grande qualité, cette technologie-là peut rentrer aussi chez les faïenciers. Merci, c'est bientôt la fin de cette émission. Je vais vous demander à tous de bien vouloir conclure. Je commence par vous, Gérard Follin. Pourquoi préserver le patrimoine ?
c'est un devoir, hein. On a des enfants, il faut que les choses continuent, il faut leur faire connaître. Et je voulais rebondir juste là-dessus, puisque les fondeurs d'Antoigné, la fonderie de Macheret, excusez-moi, la fonderie de Macheret utilise l'impression 3D. Donc derrière une machine, il y a aussi toujours quelqu'un. Donc la machine, elle est réglée en fonction de quelqu'un qui connaît le métier. Et finalement, la machine, sans le savoir et connaître notre histoire et notre patrimoine, elle ne sert absolument à rien. Donc c'est bien toute cette innovation, cette transmission qui permettra, comme des Legos, de construire de quelque chose qui va perdurer. Merci. Qu'est-ce qu'une machine sinon qu'un outil? Les métiers évoluent, les outils évoluent, et donc il est normal qu'on ait des machines. Moi, je veux simplement également souligner en conclusion qu'actuellement, on a 13 entreprises labellisées EPV en Sarthe. Je pense que d'ailleurs, parmi les entreprises, et j'en suis sûr d'ailleurs, parce qu'au moins une d'entre elles va être labellisée prochainement, mais d'autres y pensent également très sérieusement. Quand on voit que dans les départements voisins, il y en a généralement plus, au total, dans la région des Pays de la Loire, c'est 90 entreprises qui sont labellisées, dont 30 dans le Maine-et-Loire. Donc ça laisse aux Sarthois, et aux entreprises sarthoises en particulier, des perspectives intéressantes pour l'avenir. À elles de jouer et de faire en sorte d'en bénéficier prochainement. Merci Gérard Fuseau, et on rappelle donc votre livre Faire et savoir-faire en Sarthe pour tous ceux qui voudraient continuer l'expérience dans un livre. Michel Hatton, un mot. Alors moi, tout simplement, je donne rendez-vous aux Sarthois pour le lancement du 26e concours qui sera fait par Madame la préfète le 14 février. Parfait. Merci d'avoir participé à l'émission. Dominique Bourneuf. Alors, c'est vrai que le savoir-faire, moi j'ai toujours été impressionné quand pas au début, mais quand parce qu'effectivement on est à Malicorne depuis 30 ans, et au départ, quand on avait 24 ans, c'est vrai que l'artisanat d'art, c'était pas forcément effectivement notre tasse de thé. Mais aujourd'hui, quand je rentre dans les faïenceries, c'est toujours un vrai plaisir. Il y a une telle richesse, c'est assez incroyable. Et je pense que les Sarthois, c'est vrai que ce livre va être intéressant parce que les Sarthois n'ont pas effectivement n'ont pas pris la mesure effectivement de la qualité du savoir-faire des artisans d'art en Sarthe. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à valoriser. Merci beaucoup. Jean-Claude Baudin, un mot. En un mot, je vais continuer ce qu'on a dit tout à l'heure et illustrer ce qui a été dit. C'est que, par exemple, à l'entreprise, le cofondateur de l'entreprise avec moi, c'est Patrick Joigne, il est meilleur envoyé de France, charpentier, et c'est lui qui est responsable de la machine à commande numérique dans l'entreprise. Donc c'est pas du tout, c'est un bon exemple, mais c'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois meilleur envoyé de France et être performant sur des outils à commande numérique. Des outils qui changent donc. Voilà. Merci à tous encore une fois d'avoir accepté notre invitation, et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons d'une vieille recette d'agriculteur remise au goût du jour, les coopératives. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 18h15, dans le froid, depuis Valseny-Termignon.